Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette émission. Nous accueillons ce matin sur le plateau Josué Pierre-Louis, maître Josué Pierre-Louis, coordonnateur de l'OMRH. Avec notre invité, on va très certainement évoquer la situation de l'État aujourd'hui en termes de réforme, ce qui est en train d'être fait. Évidemment, on évoquera le Forum international sur la réforme de l'État pendant 2 jours. Des points importants ont été évoqués, de même que des révélations ont été faites. Le diagnostic réel a été dressé. Maître Josué Pierre-Louis, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell. C'est un plaisir pour moi de répondre à votre invitation et je profite pour saluer tous les auditeurs, auditrices, tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télé Métropole. OMRH, c'est une nécessité? Oui, parce que OMRH, c'est organe de coordination stratégique qui relève directement du Premier ministre et qui est en charge de piloter la réforme de l'État dans les différentes composantes et notamment la réforme administrative, naturellement sous l'autorité du Premier ministre et après instruction du Président de la République. Ça fait déjà quelques années. Depuis structure, ça a créé. Ouais, ça a commencé dans les années, disons 2013, effectivement, dans les années 2000, mais notamment 2013, sous le président Martelly, que premier arrêté prend qui créait organisation et fonctionnement de l'OMRH. Je peux dire que depuis, il y a beaucoup de choses, il y a un pile bail qui fait, mais on connaît que, généralement, on a fonctionné à partir d'un héritage. J'aime prendre cet exemple, qui est handicapé, au modèle pour le marché, parfois elle fait des progrès considérables, mais tellement on obtenir pour le courir, ou elle peut courir, ou il y a l'impression que pas un effort qui fait du tout. Il y a un pile effort qui fait dans le cadre de mise en œuvre réforme, non, que nous parlons pour nous garder, mais il est vrai que difficulté, c'est qu'il y a un problème d'appropriation. C'est qu'on n'a pas l'impression que toute société a impliqué, approprié dans la question de réforme. Et deuxième problème que déficit qu'on est capable de jouer une difficulté, c'est qu'au niveau de la mise en œuvre, donc au niveau conceptuel, tout diagnostic est bien posé, il y a un peu d'effort qui est fait, un peu de texte qui est élaboré, qui est adopté, mais au niveau en termes d'impact, comme si pour citoyen, ouais, effectivement, au niveau de service que l'attendent, donc on voit qu'au niveau de l'opérationnel, pas assez d'efforts, ou bien les progrès sont très modestes dans ce sens-là en termes de service à la population. Maître Josué Pierre-Louis, ou saute dit là, ou dit que ok, c'est un héritage qui rend en quelque sorte l'administration publique bancale, avec révélation qu'on fait semaine ça, que c'est à 5% cadre qui dans l'administration publique là, évidemment, nous ne allons pas nous détailler un peu plus. La question que l'on se pose aujourd'hui, avant OMRH, combien de cadres qui étaient dans l'administration publique là? C'est ça qui fait que nous avons une obligation, c'est même une nécessité pour nous dépolitiser l'administration publique là. Parce que Haïti a un rendez-vous. C'est Haïti, pays émergent à l'horizon de 2030. C'est inscrit dans le PSDH, qui est le programme stratégique de développement d'Haïti. C'est un engagement tout que le président de la République la prend, son excellent Jovenel Moïse, pendant la campagne électorale. Et il redit plusieurs fois, même dans la tribune des Nations Unies, il reprend l'engagement ça. Et lors de son investiture, il dit et que nous-mêmes, en tant que fonctionnaires, hauts fonctionnaires, et moi-même personnellement en tant que coordonnateur général OMRH, je dois tout faire pour que le pays soit capable de prendre la voie de l'émergence, la voie du développement. Et on ne peut pas arriver à l'émergence sans qu'on ait une administration publique d'excellence, sans qu'on ait une administration publique compétente. Oui, mais là, nous avons un objectif, nous avons une projection. Maintenant, c'est une partie de constat. Alors, ça va permettre que moi, aller droit au but, reformuler question que se pose le maître Josué Pierre-Louis, c'est que
de 2013 à nos jours, lors où fait diagnostic situation, où c'est 5% des cadres. Aujourd'hui, il y a parlé d'une administration publique qui gagne environ 80 000 personnes là-dedans, peut-être plus, peut-être... 82 000. 82 000. Donc, nous supposons que dans l'époque, les capacités à 70 000, ce n'est pas exagéré, avant 2013, 70 000, 75 000. Peut-être, ou bien 80 000 tout, parce qu'il y a des révocations qui fait, il y a de nouvelles têtes qui ont recrutées. Maintenant, sous 80 000, environ ça, combien vous estimez qui était capable, pourcentage était capable à combien maintenant? Alors on parle de cadre, 2%, 3%? Oui, il était à 2-3%, parce que là, nous dit que 5%, mais c'est ma bon chiffre exact, c'est 4,82% que lié. Ça veut dire que dans le moment, période de turbulence politique, il a déstabilisé énormément l'administration. Parce que le problème qui gagne, c'est question de militance là. Donc, c'est-à-dire que mettez le monde par militance. Donc, ça fait que, puisqu'il n'y a pas de concours qu'on fait, bien, cadre qu'on vient, on ne pas compétent. Et ça arrive tout que cadre qui est compétent autour, ils ont retiré, ils ont révoqué, ils ont remplacé par la militance. Par militance. Et ça fait que il y a un peu d'effort qui est fait dans ce sens-là pour nous sécuriser l'intégration dans la fonction publique. Donc ça veut dire qu'au monde qui sont chaises éjectables par rapport à monde qui a fait pression. Oh oui, ouais, il y a plusieurs pressions, mais bon, c'est pas ça le problème, c'est que n'a toujours qu'à prêter service nous à pays à un côté ou l'autre. Donc c'est pas là le problème, mais sauf que nous avons une mission, nous avons un mandat. Objectif là en tant que haïtien, c'est... Moi, comme d'abord, maintenant, place oui, en tant que haïtien, c'est travail à ce que nous remplissions mission nous dans le cadre de la loi et en fonction de la feuille de route qui est assignée à l'OMH par le Premier ministre. Alors, c'est mariage d'Ambaka fait, oui, entre la volonté, par exemple, des dirigeants, le président de la République, le Premier ministre, de qui on dépend directement, face, il y a une volonté pour changer les choses, recruter des gens qui est capable, président pays en dit à plusieurs reprises, mais maintenant face aux pressions des parlementaires. Et jusqu'à date, dans le cadre de mise en œuvre réforme, je n'ai pas des cas côté qui m'a dit que il y a pression. Et notamment, le président de la République, là, c'est lui-même qui a exigé pour nous organiser le concours. Et le Premier ministre, c'est lui-même tout. Si on doit à un Premier ministre, il n'a pas joué copie, non seulement OK, mais il faut qu'il y ait un côté que nous fait appel à la candidature, il faut qu'il y ait notre bali, il faut qu'il y ait combien de monde qui participent dans le concours là. Le président suit régulièrement, chaque 3 mois, moi j'ai obligation de faire le bilan de la réforme. Et mensuellement avec le Premier ministre et chaque 3 mois avec le président de la République et son cabinet. Donc ça veut dire que pour qu'on y a là, il y a une volonté politique forte et ça fait que, je pense qu'il faut que nous profitions de moment ça pour nous réformer durablement l'administration publique, la fonction publique haïtienne. Et même quoi que il y a des signaux qui clairs, qui sont assez positifs qui baillent dans ce sens-là, ou après que société la société civile, les universités, le forum privé des affaires, les droits humains, et même au niveau des partenaires techniques et financiers au niveau international, ou après que quoi dans ce qu'a fait là, ou après que vous voulez contribuer parce que ça allait dans le bon sens et que vous avez une volonté politique forte qui traduit et un management tout qui a mené question qui fait que ça a confiance aux différents acteurs. Maître Pierre-Louis, vous êtes capable de rappeler nous depuis qu'il est en tête au MRH? Et ça fait, disons que 3 avril, ça fait exactement 1 an. Ok, très bien. Il y a une date là, même de sûr que c'est ça. Très bien. Maintenant, combien de recommandations qu'on fait en termes de bilan? Combien de monde vous proposez que vous recrutez? Non, nous ne pas proposer monde. Ce que nous faisons, alors, après concours. Après concours? Oui, alors nous sommes capables de dire que l'année ça, il y a 355 jeunes cadres qui intégrent la fonction publique par voie de concours. Et il y a plus de 500, je crois que c'est 5782 cadres jeunes haïtiens qui participent dans le concours. Et ça qui est intéressant, c'est que nous avons un concours là en plus jeunes qui sont au niveau de la diaspora, Amérique du Nord, et même Afrique, Europe, Canada, qui viennent participer dans le concours là. Et nous avons le corps
d'administrateurs civils d'État, côté que nous avons 50 jeunes actuellement qui prennent formation à l'ENAP, qui c'est l'École nationale d'administration et de politique publique. Et là-dedans, nous avons des jeunes qui sont sortis aux États-Unis, en France et en Afrique, qui viennent passer ce concours-là et qui réussissent et actuellement qui prennent formation. Il y a un concours national que nous avons organisé au niveau du ministère de l'Agriculture, côté que nous avons 10 cadres qui ont pour nous recruter avec le ministre, donc au niveau pour nous déplacer au niveau des différents bacs, bio-agricoles communales, ou après que gagnent des jeunes cadres qui passent ce concours, note entre 71 et plus, pour montrer au côté que gagnent un vivier, gagnent des cadres qui veulent venir apporter contribution à PIA. Donc c'est nous qui pour dépolitiser l'administration et pour nous battre espace pour passer les concours. Après pause, là, je vais demander une réaction à une série de mouvements que des étudiants ont fait. Je vais même passé un reportage tout à l'heure pour qui va permettre que, au fond, une idée de situation, c'est des étudiants qui ont manifesté pour demander l'intégration dans la fonction publique. Là. Mais on a fait ça après, nous devons rester sur l'activité. Nous faisons un forum international sur la réforme de l'État qui durait 2 jours. Et concrètement, qui s'est sorti dans le forum ça? C'était d'abord quoi objectif pour qui ça fait qu'on ait organisé le forum là? Et par rapport que nous dit que la réforme l'État a commencé depuis les années 2000 et même 1996 avec le président Préval qui était monté le comité national de réforme administrative. Et ça a continué et qu'en 2007, il y a un programme cadre qui est élaboré pour 5 ans, qui c'est 2007-2012. Donc c'est PCRE 1, que c'est le programme cadre de réforme de l'État. Il y a un deuxième PCRE qui est élaboré, qui est le PCRE 2, qui c'est 2012-2017. Maintenant, l'arrivée à la tête de l'OMH, le président de la République a fait nommer tout. Nous avons une nécessité pour nous faire un troisième, parce que PCRE 2 a arrivé à terme. Mais nous disons non, nous ne pouvons pas faire un programme 4 pour 5 ans pour le plaisir de faire un programme 4. Il faut que nous fassions évaluation, il faut que nous fassions bilan à date des 2 PCRE. Nous faisons évaluation, nous regardons qu'au niveau conceptuel, il y a des avancées considérables qui sont faites. Il y a un pile produit, mais au niveau de l'implémentation, au niveau de la mise en œuvre, au niveau de l'opérationnalisation, il y a un déficit, progrès assez modeste. Et ça fait que nous dit que, nous faisons constat tout, que tu manqué appropriation, tu manqué participation citoyenne. Et ça fait que nous faisons réforme, non? Nous devons mesurer nous par rapport à comment ça a fait dans les pays qui nous entourent, parce qu'on ne vit pas dans l'autarcie, nous ne vivons pas dans l'isolement. Nous invitons un ensemble de ministres, comme nous-mêmes, qui menons les réformes dans le pays, pour nous regarder avec eux, à quel niveau et à quel niveau nous sommes, tous sous forme de partage d'expérience, pour côté que pendant la réforme, il y a des bagages que apprendre de nous, et il y a des bagages que peut-être nous-mêmes nous pouvons apprendre de eux, et avec toute la société, forum privé des affaires, et confessions religieuses, droits humains, et société civile, et professeurs d'université, et les hauts fonctionnaires, avec tout le monde, nous brasser l'idée, et que qu'on y a maintenant, nous capables, nous avons limite réforme, nous avons difficultés, nous mesurer pesanteur, et nous avons côté que nous y est à travers le monde, dans le cadre de réforme, et nous sommes allés tout à l'OCDE, côté que nous avons fait un examen périodique, il y a des efforts considérables. Nous ne sommes pas plus mal que ça. Nous ne sommes pas bien, non. Nous avons un pile effort que nous avons pour nous faire, parce qu'il ne faut pas oublier que réformer l'État, c'est une entreprise de longue, très longue haleine, qui allait même au-delà de contingence ou alternance politique, mais qui fait que l'approche là qu'on y a là maintenant, c'est établir un autre management, une sorte de rationalisation. Parce que il y a une planification, comme si ce n'est pas compte-goutte, comme si c'est des actions isolées qu'on fait. Donc nous parlons d'un programme cadre que nous allons élaborer, mais au niveau de mise en œuvre, côté que nous parlons des actions prioritaires, et nous allons avancer avec l'ensemble des forces vives de la nation. Donc c'est ça que nous allons faire dans le cadre de réforme. Très bien. Tiens tout permettre au public métropole à idée de mouvement qu'a fait bon palais national et que c'est à des étudiants qui ont orchestré le mouvement ça. Objectif là, c'est à prendre une administration publique là. Tu es invité téléspectateurs et auditeurs suivent le reportage ça de Luxon Saint-Ville. Si après 4 semaines, un groupe de jeunes garçons, un groupe de jeunes femmes qui sortent de l'université, l'État ou privé, camper devant côté route principale, mon cher président Jovenel Moïse a passé. Au lieu de passer, il est obligé de faire demi-tour. En empêchant le cortège du président Jovenel Moïse d'atteindre le palais national,
Les protestataires entendent utiliser toutes les méthodes pour faire entendre leur voix. De ton ferme, Guillaume Bernard, psychologue de formation, dénonce le clientélisme et le favoritisme qui s'installent dans les institutions étatiques. Pour lui, un diplôme ne doit pas être un fardeau. Faut papier gain importance dans le pays. C'est bataille ça n'a mené. Li temps pour un monde qui a papier, c'est pas on fouette papier ça tourner pour lui, mais faut son papier côté quelqu'un utile tête li ka utile famille, li ka utile société a. Yo mandé pour dans l'école classique, dans l'école classique. Yo mandé pour dans l'université, dans l'université. Jodi a nous go green bagay n'a demandé. N'a demandé place nous dans la société a. Insertion professionnelle et intégration dans l'administration publique, les principales revendications de ces diplômés et professionnels. Alors que l'Office Management des Ressources Humaines affirme que la compétence est indispensable pour être recruté au sein de l'administration, les protestataires affirment que des cadres sont bel et bien disponibles dans les différentes universités. Mais si l'État n'a pas de cadre, après 4 semaines que nous campons dans l'ARIA, je pense que l'État vient pour 4 ça en nous pour le mettre dans l'État. Bon, il y a parlé de concours. Nous n'avons pas de problème pour aller dans le concours. Ces universitaires au chômage n'attendent pas lâcher du lest et annoncent d'autres mouvements. Cette scène de protestation n'a pas certes réuni une multitude de protestataires, mais elle a créé un embouteillage monstre dans l'air du Champ de Mars. Les automobilistes avaient toutes les peines du monde à circuler. José Perlouis, autant des observations protestataires, ils ont dénoncé le clientélisme qui existait dans la façon de procéder pour recruter cadres. Et ils ont dit, même dit, c'est des cadres pareils pour participer dans le concours. Bon, c'est que c'est objectif pas nous tout. Et que moi, des étudiants ça pour venir déposer dossier. Parce que comment on fait intégration? Si ce n'est pas avoir de concours, il faut une sélection. Alors, concours est capable sur épreuve, il est capable sur titre, il est capable sur dossier. Et d'ici le mois d'avril, on a commencé à lancer concours encore. Nous avons fait plusieurs concours et ça que m'a demandé inviter à déposer dossier. Donc nous allons faire 2 grands concours au niveau national et des concours qui fait tout au niveau sectoriel. Parce que effectivement, pas oublier que nous dit que nous avons à peine 5% de cadres. Nous avons une nécessité pour nous renforcer les cadres de catégorie A qui occupent des fonctions d'encadrement, des fonctions de direction, des fonctions de conception. Donc nous allons augmenter les cadres parce que nous avons avancé, nous avons rajeuni l'administration publique. Mais comment nous sommes capables de faire si ce n'est pas voie de concours? Parce qu'il y a plusieurs jeunes et nous sous-administrés. Nous avons 82 000 personnes, c'est-à-dire que nous n'avons pas grand monde du tout. C'est-à-dire que pour chaque 1000 habitants, nous avons seulement 8 fonctionnaires. Alors que Saint-Domingue a près de 37 fonctionnaires pour chaque 1000 habitants. Donc nous avons nécessité pour nous augmenter les cadres de l'administration publique et notamment les cadres de catégorie A. Mais la République, c'est la méritocratie, c'est une obligation, une exigence constitutionnelle, c'est pas voie de concours pour intégrer la fonction publique. Manifestant ça que nous avons regardé là, c'est des étudiants, d'après on met une enquête sur eux, non? C'est des étudiants, des universitaires, des cadres? Bon, ça c'est pas rôle et OMH, nous sommes organes de régulation, nous sommes organes de contrôle. Nous là pour nous faire appel à la candidature. Ok, mais qui va déposer pièce? Dans OMRH ou bien? OMH ou au niveau des ministères. Parce qu'il y a des concours que OMH organisé, c'est concours au niveau national. Est-ce que le recrutement est permanent? Permanent. Et il suffit que d'aller sur le site de l'OMH ou sur le site des ministères, c'est au fur et à mesure qu'il y a fait recrutement. Le recrutement, il fait de 2 catégories, 2 autres. Il y a un recrutement qui fait au niveau national, c'est OMH qui fait. Et l'EM dit OMH qui fait là, nous organiser. Mais nous toujours constituer un jury indépendant avec des professeurs d'université et des représentants de la société civile pour nous garantir... Mais question de clientélisme, n'est-ce pas là? Non, bon, ce n'est pas à notre niveau. Peut-être dans le temps, oui, effectivement, dans le temps, il y a un clientélisme. Non, mais il va parler dans le temps, il va parler pour Kounia. Non, pas pendant que nous embarquons sous administration, ça, il est capable de parler de clientélisme, peut-être en dehors des postes politiques qui sont consacrés par la Constitution, des fonctions de directeur
générale, fonction de ministre, il y a des postes politiques qui sont consacrés par la Constitution. Mais fonction publique proprement dite, comme ce qui sont régime de carrière, il n'y a pas de clientélisme, ou du moins, ce n'est pas à ma connaissance. Il y a une pile question que je d'après avec vous. Par exemple, le phénomène des contractuels, d'après moi, et puis, dans un moment à côté que nous avons évoqué nécessité pour que il y ait du sang nouveau dans l'administration publique, quid des cadres, qu'est-ce qui va se passer, quel est l'avenir de ceux-là qui ont travaillé pendant des années, qui étaient prêtés service à l'État. Est-ce que nous allons voir tout le monde aller ou bien est-ce que nous allons voir toute pension? Mais après ça, après le tourner après pause. Okay. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le coordonnateur général de l'OMRH, maître Josué Pierre-Louis. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt avec nous aujourd'hui sur le plateau de la rubrique Le Point, maître Josué Pierre-Louis, coordonnateur général de l'OMRH. Et avant pause, là, tu parles de phénomène contractuel là, puisqu'on t'a dit qu'au début, pour arriver à faire de l'administration publique, ça doit y notamment augmenter le pourcentage de cadres là-dedans, il faut qu'on dépolitise. Pendant qu'on peut pas dépolitiser là, mais il y a une autre possibilité. Par exemple, le phénomène des cadres. Le phénomène des cadres, on va pas admettre qu'on n'a pas besoin d'exigences pour intégrer l'administration publique là. C'est comme si là, on a parlé de l'État. Il y a l'État à côté qui a besoin des cadres là-dedans, mais l'État ne dit pas qu'il y a un problème. Nous sommes capables d'accepter des contractuels. Ce n'est pas ça lié. Non. Mais question bien posée. Et c'est ça qui fait que nous avons profité pour faire clarification. Dans l'administration publique, on dit dans la fonction publique, il y a deux catégories. Les agents publics, ils sont divisés en deux catégories. Il y a les fonctionnaires d'un côté et les contractuels de l'autre. Pour les fonctionnaires, les fonctionnaires sont des gens qui ont un statut permanent. Les gens ont décidé pour faire carrière dans la fonction publique. Contractuel, là, le texte là dit que au cas recruter des contractuels au besoin. C'est-à-dire si pas de ressources qui est disponible au niveau de l'administration publique ou au niveau de la fonction publique, au cas recourir à contractuel. Mais contractuel là, c'est pour des postes qui pas des postes permanents, pour des postes ponctuels. Or, on se dit ça tout à l'heure là, il y a des contractuels qui ont 7, 8, 9, 10 ans. D'une part, c'est une injustice que vous faites, parce que après, pour traiter, chaque fois que le changement politique, on est obligé à goumer pour renouveler le contrat, ça c'est problème. Deuxième problème, tout, on crée une injustice par rapport à fonctionnaire qu'il a. Et c'est ça qui fait que qui politique nous mène. Tout le monde qui est contractuel, le texte a dit que c'est un contrat duré une année, qui a renouvelé dans la pratique une seule fois. Tout le monde qui a 7-8 ans, nous titularisons. Nous ne pouvons pas aller. Parce que si mon là, c'est que il a une expérience, c'est parce qu'il a un travail que tu as fait. Je suis d'accord avec Wendell. Si mon a 7-8 ans dans la fonction, il a une fonction permanente. Il n'est pas qu'en fonction passagère, il n'est pas qu'en fonction ponctuelle, éphémère. Parce que mon a 7-8 ans, mon ça nous titulariser. Sauf que si pour poste ça, nous pas joindre des fonctionnaires qui voulaient exercer ou bien qui ont des compétences pour l'exercer. Donc c'est dans le cadre de ça que nous établissons, pas un contractuel que nous voulons aller. Nous titulariser, nous avons une méthode, une approche pour nous titulariser tout contractuel après que nous venons évaluer. Nous faisons ça qui est l'évaluation de la performance individuelle pour nous regarder qui ça a fait comme travail, qui ça a fait pendant activité, qui emploi que vous gagnez. Pas oublier que dans l'administration publique, vous payez au monde pour un service fait. Et ça qu'on paye au monde dans fin mois. Donc ça c'est pour contractuel nous titulariser. Deuxièmement, il faut que nous éviter tout pour ne pas contourner les prescriptions constitutionnelles qui exigeaient pour entrer dans la fonction publique, il faut qu'on passe par concours. Donc il faut voie contractuelle là, par une deuxième voie,
pour entrer dans l'administration, dans la fonction publique, même s'il n'est pas obligé de passer par concours. C'est ça qui fait que, et même pour contractuel, tout, la loi a demandé concours. Donc la loi a demandé pour garder le dossier, parce que pas oublier que si c'est contractuel, oui, parce qu'on a une expertise, donc il faut qu'on apporte copie de diplôme, il faut que nous gardions métier, expérience qu'on gagne. Donc, même pour contractuel, ce n'est pas avoir de concours. Donc, ça veut dire que, et le problème qu'il y a encore, pour que nous faisons radiographie et fonction publique là, c'est que pour chaque 100 fonctionnaires, nous gagnons 31 contractuels. Ça veut dire que, et non blanc un peu grossi, parce qu'il n'y a pas qu'à 50-50, nous avons fonction publique de carrière, et que yo dit contractuel là, c'est au besoin ou à un contractuel. Alors, vous avez donné, est-ce que vous avez chiffre sur quelle quantité contractuelle nous avons aujourd'hui? Actuellement, nous avons près de 25 760 contractuels sur 82 000 de fonctionnaires. Donc là, on dit que l'État a gagné, comme mon cap travaille pour lui, environ 100 000. Nous avons dit comme ça? 82 000. Environ 82 000. Non, les contractuels compris. Et contractuels compris dans 82 000. Oh, ok. Ouais. Ok. Maintenant, et moun qui était là longtemps, compétent ou pas, qui a venu moun sa yo? Non. Et qui ça nous fait? C'est que nous faisons bagaille, nous faisons formation. Nous faisons formation, nous initions une politique qui aurait les validations des acquis. Des acquis et expériences professionnelles. Donc, si nous sommes en fonction, il manque expertise, il n'est pas préparé pour lui, nous avons une formation. Mais l'important, c'est pour que nous exercions un emploi pour lequel il y a une compétence exigée par la loi. Parce que sinon, nous ne pouvons pas arriver dans l'administration publique d'excellence. Donc, ça veut dire que nous... Mais nous ne pouvons pas forcer pour que nous pension comme ça? Non. C'est la loi qui établit. Parce que si pas... Qui ça texte là dit? C'est chaque fois qu'il y a un monde qui allait à la retraite et que vous remplacez. Parce qu'il faut qu'on maîtrise la masse salariale et il faut que nous travaillions tous sur la grille salariale. Si on prend un monde et pas un monde qui allait, qu'on a un moyen, on a un corps pour payer les gens. Mais sauf que nous ne pas faire un départ à la retraite à l'aveuglette. C'est-à-dire que nous pouvons aller avec douceur. Nous ne pas utiliser méthode brutale, nous pouvons aller avec douceur et par expérimentation. C'est-à-dire que nous avons commencé par 3 ministères pilotes, qui sont des ministères qui sont plus avancés et que les gens ont même fait demande pour y aller. Donc nous sommes en contact avec des partenaires techniques et financiers pour nous voir comment que nous pouvons joindre un accompagnement économique et financier pour nous faire. Parce qu'on connaît que les pensions, salaire que nous pension très, très faible. Donc, ça ne peut pas permettre que nous vraiment subvenir à ses besoins. Donc, nous ne pouvons pas regarder pour notre côté que nous avons des gens qui peuvent aller en accompagnement, mais nous ne pouvons pas courir voir les gens aller. Parce qu'il y a des gens qui ont dans la fonction publique, dans l'administration publique, là, même si l'âge d'arrivée est éligible à la retraite, mais l'expertise que il gagne, il faut qu'il fasse transfert de compétences. Il faut qu'il fasse passation de témoins. Pour la plupart, c'est mémoire, institution, ça que oui. Donc, la réforme est un tout. Pendant que nous avons essayé de rajeunir l'administration publique, mais nous avons fait un départ progressif à la retraite, parce que si vous ne pouvez pas à la retraite, il va être difficile tout pour recruter de nouveaux jeunes. Parce que sinon, on parle d'une masse salariale qui pourra éclater dans les mains, et surtout, nous avons une approche pour nous regarder, revaloriser le salaire, la grille salariale. Parce que pour attirer de meilleurs cadres, des cadres compétents, il faut qu'on paye au bien. Et c'est un problème que nous avons là, parce que le cadre que nous avons là, ONG, ou bien institution internationale à payer dans nous parce que nous ne pouvons pas payer. Nous ne pouvons pas payer. Nous ne pouvons pas payer. Donc ça fait que nous ne pouvons pas recruter sans qu'il n'y ait pas de monde qui aille à la retraite, mais nous avons fait ça dans un plan cohérent parce que tout est lié. Ok, d'abord, on connaît comment nous entendons récupérer cadres qui déjà quitté le pays. Et puis, qui ça les a pour faire? C'est ça qui fait que nous travaillons sur monter les corps, les différents corps, parce qu'une fonction publique de carrière s'organise encore. Nous avons monté corps, nous avons fait en sorte que la fonction publique là retrouve fierté, prestige. Actuellement, nous avons plusieurs cadres qui étaient partis à l'étranger qui sont entrés. Moi, j'ai une liste là qui vient intégrer l'administration publique parce que j'ai senti que réforme là, peut aller dans le bon sens. Et il faut qu'on fait qu'une fonction publique qui est fière, et le prestige de la fonction publique, l'heure du monde où son fonctionnaire, puis on connaît que c'est quelqu'un qui est valable,
quelqu'un qui est compétent, un serviteur qui est au service du pays. Et deuxièmement, il faut qu'on fasse en sorte que le fonctionnaire ou balie des avantages sociaux et il y ait un traitement qui est capable de permettre de subvenir à ses besoins. Donc, il faut qu'on ait une fonction publique, une administration publique qui est attrayante et qui dit honnête, efficace et qui est prestigieuse. Et c'est ça que nous travaillons pour nous arriver à cette fonction publique pour que ces méritocraties qui ont accès là-dedans. Il y a un auditeur qui dit pour Mando, il y a un cadre qui quitte le pays, à qui est-ce qu'il paye les taxes? Un cadre qui quitte le pays? Non, bon, si qui quitte le pays, c'est qu'il n'a pas fonctionné encore. Oui, mais ça arrive là pour le travail, toujours pour l'État à l'étranger? Non, mais ça maintenant, il est dans des fonctions diplomatiques. Donc, qui sont l'autre corps, qui sont notre régime de carrière, qui sont l'autre corps, qui est géré par le ministère des Affaires étrangères. OK. Dans l'intervention où tu as fait, où tu as signalé qu'il y a des avancées dans le cadre d'efforts qui visaient à réformer l'État. Parmi eux, où tu as mentionné un ensemble de textes normatifs qui sont adoptés, notamment 2 avant-projets de loi qui portaient respectivement sur l'organisation, administration, l'État et statut général de la fonction publique. Recensement des agents de la fonction publique pour alimenter le fichier central. Un système intégré de gestion des ressources humaines. Est-ce que nous avons arrêté sur chaque point ça? OK. Qui constat que nous faisons? Nous avons un cadre juridique qui est obsolète. C'est-à-dire qu'il y a des ministères qui fonctionnent là qui n'ont pas de loi organique. Il y a des ministères qui ont une loi organique, mais le fonctionnement quotidien n'a pas répondre à la loi organique. C'est dans ce sens-là, nous faisons radiographie système. Et dans réunion avec le Premier ministre et le Président de la République, ils ont monté un comité interinstitutionnel qui est chargé de réviser les décrets et textes similaires et même pour élaborer les lois organiques pour les différents ministères. Actuellement, à l'OMH, avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, l'Union européenne, nous avons organisé 8 audits institutionnels. Côté que nous faisons état des lieux institutionnels, nous avons contraintes, nous avons pesanteurs et nous avons comment que nous avons développé, nous avons orientation, évolution. Donc actuellement, nous travaillons, comité de révision, nous travaillons sur texte qui a des représentants de la primature, du Palais national et de tous les ministères. Et les directeurs des directions des affaires juridiques de ces ministères et piloté par l'OMH, côté que moi c'est coordonnateur général et me représente le Premier ministre au sein de cette commission. Nous avons 2 décrets, c'est 2 textes fondateurs qui concernent l'administration centrale de l'État et la fonction publique qui est déposée au Parlement. Donc le texte à comité a été finalisé, nous avons été corrigés et quelques difficultés que tu as gagnées, notamment dans les 2 décrets, le décret de 2005 portant révision du statut général de la fonction publique et l'autre sur l'administration centrale de l'État. Donc ça veut dire que nous déposons texte ça. Actuellement, nous travaillons sur texte pension, texte qui concerne les pensions et la retraite, texte et pension civile là, nous travaillons sur lui et après ça, nous pourrons aborder automatiquement les lois organiques. Mais nous avons plusieurs autres arrêtés que nous prenons. Arrêté qui réorganise le CESAF, qui est le Conseil supérieur de la fonction et de l'administration publique. Arrêté portant organisation et fonctionnement de l'ENAP. Donc, un ensemble d'arrêtés sur le train de vie de l'État, un ensemble de circulaires tout que le Premier ministre prend en vue, tout ça rentrer dans le cadre de la modernisation de l'État. Donc, ça veut dire que pour le comité de révision, qui font bon travail, et me profiter de l'occasion pour me saluer. Et tout le comité de révision, c'est vraiment des experts de très grande qualité, de haute gamme. Maintenant, ça c'est pour le comité de révision. Nous arrivons tout et mettez en place un système qui c'est le système intégré de gestion des ressources humaines, Jean dit là, qui permet de nous suivre la carrière des fonctionnaires, du recrutement jusqu'à la pension, jusqu'à la retraite. Ça veut dire que là, si vous montez sur ce site-là, vous pouvez garder tout ça qu'a fait au niveau du ministère de la Santé publique. Vous pouvez garder ça qu'a fait à l'OMH. Ou cas ça qu'a fait au niveau du ministère des Finances. Ça veut dire que tout mouvement, toute action, tout poste qui est disponible, tout poste qui est vacant, donc c'est ce système ça que nous implémenté, notamment qui concerne la carrière, la gestion de carrière des fonctionnaires. Nous allons évoluer encore plus, parce que maintenant, on peut parler avec le ministère des Finances pour la prendre en compte et solde et la pension. C'est-à-dire que pour gagner, même les gens qui quittent la fonction publique là, pour être capable de garder qui mouvement, pour être capable de suivre
question jusqu'à son terme. Donc, c'est ce système ça que nous gagnons au niveau que c'est une très grande avancée. Parce que un problème qui était autrefois dans l'administration publique, c'est qu'il n'est pas rationalisé. Donc, il y a un problème de management, on ne peut pas suivre carrière fonctionnelle. Il est possible de dire. Ah, possible. Surtout que combien de monde qui gagne dans le ministère de la Santé publique, combien de monde qui gagne dans le ministère de la Planification, moi, je suis fichier, mais combien de cadres liés, mais combien de catégories A, combien de catégories B, C, D. Donc, nous suivons carrière fonctionnelle là. Souvent, on là, on dit que nous, un tel a passé son concours, moi, monter sur ce logiciel là, sur fichier, automatiquement, je gagne toute information et tout parcours que nous avons. Je pense que ça, c'est une avancée très considérable qui gagne plus le monde qui salue. Et dans ce sens-là, on a continué la rationalisation du système. Dans le cadre de mission sur l'Office Management et des ressources humaines, nous avons une idée de quelques attributions. Par exemple, proposer au Premier ministre quelques politiques publiques avec des mesures législatives et réglementaires qui ont pour but d'améliorer l'organisation et le fonctionnement administration fonction publique. Assurer suivi et veiller à ce que vous appliquez et respectez. Est-ce que je dis, en votre qualité de coordonnateur général, est-ce que vous avez l'impression que l'institution, ça, quoi diriger, il y a valeur, il valoriser? C'est la loi. C'est la loi, donc c'est parce que l'important, l'indispensable qui fait que la loi crée. Parce que l'OMH, et ça que nous avons parlé longtemps, le ministère de la fonction publique. Mais sauf que le ministère de la fonction publique n'a pas agi de façon transversale, parce que dès que c'est ministériel, c'est qu'il y a une sectorielle. Qui fait que vous déplacez dans le cadre de réforme, vous retirez le ministère de la fonction publique, il y a des pays, c'est comme ça que vous faites le tout. Vous faites une entité qui dépend du Premier ministre, qui relève directement du Premier ministre, parce qu'au regard de la Constitution, c'est le Premier ministre qui dispose de l'administration. Donc, c'est-à-dire que le ministère de la fonction publique, maintenant, relève du Premier ministre. Maintenant, il a retiré la terminologie ministère là, il a relève OMH, Office de Management et des Ressources Humaines, qui étendue davantage compétences. Et c'est dans ce sens-là qui fait que nous avons un ensemble d'actions que nous sommes capables de faire qui concernent non seulement les ressources humaines, mais au niveau du management, au niveau de management, tout système, au niveau de la réforme de l'État. Il y a, dans des domaines, nous avons des compétences spécifiques. C'est nous qui intervenons sur lui, mais comme aussi nous avons d'autres compétences de coordination qui sont un peu plus transversales, côté que nous travaillons avec tous les ministères pour le Premier ministre. C'est-à-dire, le Premier ministre est délégué certaines attributions à l'OMH dans le cadre du pilotage et de la réforme de l'État, dans le cadre du pilotage de la réforme administrative de l'État. Donc, on y a, avec volonté, président de la République, là, son Excellence Jovenel Moïse, et volonté qui traduit, qui est exprimée à plusieurs reprises par le Premier ministre, Dr. Jacques Lafontaine, pour que l'OMH véritablement remplit mission au regard des textes réglementaires régissant la matière. Au cours de 3 ou 4 années qui se passaient là, nous sommes contents de parler en pile de l'e-governance. Nous n'avons pas entendu parler de ça encore. Et c'était surtout pendant l'on à la mort du Premier ministre. Pourquoi ça ne va pas parler de l'e-governance encore? Il n'y a toujours pas le délit parce que c'est une nécessité. Et on ne peut pas arriver maintenant à moderniser un système. Et notamment pour nous agir sur la bureaucratie, c'est le principal handicap qui est dans la fonction de l'administration publique là. C'est que nous avons une administration publique qui est très lente. C'est-à-dire, nous obligés à alléger les procédures. Pour faire ça, nous obligés à initier les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et ça prend un grand axe au niveau du nouveau programme cadre de réforme de l'État. C'est-à-dire que par le choix, l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication comme nouveaux outils au niveau de mode de gestion et de management, c'est une obligation, une nécessité. Donc ça veut dire que l'ILA, avec l'eau à la mode, Premier ministre mettait accent, mais nous toujours mettons accent sur lui et quand même que ça va faire partie d'un grand axe nouveau programme cadre de réforme de l'État. Donc ça veut dire que c'est un aspect extrêmement important que lié dans le cadre programme. Avant de finir, petite causerie que nous avons fait matin,
c'est pas que je voulais retourner sur le mouvement que tu as fait dans la rue, non? Mais il y a d'autres mouvements, notamment de proches ou encore de base partis qui sont au pouvoir, qui ont annoncé que faut-il bien que y ait un remaniement qui fait pour même une place dans l'administration publique, il y a une conférence de presse qui baille dans ce sens. Quelle chance moun sa yo gagner si gagne là-dedans qui seulement gagne étiquette militant sans qualification pour intégrer administration et fonction publique? Je pense que ce n'est pas parce que mon militant n'est pas compétent, ou bien dit le tout. Donc, il y a place. Parce que pas oublier que dans la fonction publique, il y a différentes catégories. Il y a catégorie A, catégorie B, catégorie C, catégorie D. Mais les gens qui ont entré dans l'administration publique, dans la fonction publique, là, ils ne peuvent pas exercer une tâche, ils ne peuvent pas exercer un emploi. Donc, il est normal pour déposer un dossier. Mais comme on ne peut pas prendre tout le monde, parce qu'on connaît que nous n'avons pas de ressources endogènes suffisantes, donc il y a des appuis budgétaires qui baillent, parce que nous n'avons pas de moyens pour nous prendre tout le monde dans l'administration publique, dans la fonction publique, là, c'est normal que vous êtes obligé de faire par étude de dossier. Donc, c'est des dossiers qui pour déposer. Dossier analysé, et au fur et à mesure, il y a recruté dans la fonction publique. Parce que le président dit que lui-même, il voulait que fonction publique là, parce que pas oublier que nous avons une fonction publique qui est sous-administrée avec 82 000 fonctionnaires, donc il y a une nécessité pour renforcer l'administration publique, pour renforcer la fonction publique. Mais nous obligés de faire en respectant la Constitution et les lois de la République. Donc, c'est un dossier pour nous déposer. Et il y a des postes politiques qui sont consacrés par la Constitution. Il y a des postes politiques qui sont consacrés par la Constitution. C'est-à-dire ministre, par exemple? Ministre, directeur et général pour le moment. Parce que... pas dire que n'importe qui peut être ministre. Non, alors, on dit délégation, vice-délégation, il y a plusieurs postes politiques. Maintenant, question administration, fonction publique, c'est la Constitution qui fait obligation, il faut qu'on ait déposé le dossier, il faut qu'il passe par concours. Mais moi préciser, là, me dit concours là, il est capable de concours sur épreuve, il est capable de concours sur titre, il est capable de concours pendant que vous regardez le dossier. Par exemple, même si vous avez un poste de ménagère qui est disponible, d'accord? Mais si vous avez 10 ménagères, 20 ménagères qui veulent les postes là, ça va faire obligé de garder le dossier pour recruter, ça pour estimer, toujours il faut gagner étude. Sinon, si nous prenons tout le monde, nous avons 8 millions de population, citoyens qui parlent des fonctionnaires, à qui on peut le payer, comment on peut le faire. Donc, ça veut dire que, et pas oublier que, comme je me rappelle, le président rappelle à plusieurs reprises, et le Premier ministre a signé le tout, énoncé lors de sa déclaration de politique générale, Haïti a un rendez-vous. C'est Haïti, pays émergent à l'horizon de 2030. Donc, on est obligé de faire les choses autrement. Parce que la réforme de l'État, comme le président l'a répété, ce n'est même pas une option, c'est une nécessité. Maître, je ne suis pas capable de reload dans le téléphone pour me demander pour prendre un monde pour moi pour commander le long job. Non, impossible. Bon, c'est pas impossible, c'est peine perdue ou bien l'impossible parce que c'est ouvre le café, non? Non, on ne peut pas brûler. Non, je ne peux pas même café. Donc c'est parce que non, on ne peut pas brûler, jusqu'à présent, on ne peut pas brûler. Impossible. Et pourquoi j'ai brûlé pour ça? Non, impossible. OK. Comment rapport entre même le Parlement? Bon, moi-même, je ne peux pas répondre devant le Parlement, mais c'est des rapports cordiaux. Le parlementaire, c'est représentant du peuple. C'est sénateur de la République, député représentant du peuple, c'est des élus qui ont confié des pouvoirs, des responsabilités. Naturellement, toute instance d'État obligée chita pour parler avec eux. Mais il y a le respect des normes, le respect de la loi. Et jusqu'à date, il faut que je dise que il y a des actions, tout réforme, ne peut pas faire, tout ce pas un accompagnement de tous les pouvoirs de l'État et de toutes les forces vives de la nation. Jusqu'à date... Il faut accompagner. Ah oui, mais ça, que jusqu'à date, je n'ai pas à me plaindre, mais un accompagnement à tous les niveaux de l'État et de tous les trois pouvoirs et de l'État et de toutes les forces vives de la nation. Et si je regarde dans le forum que nous avons fait, nous avons fait pour nous gagner 200 personnes. Le premier jour, nous avons 600 cadres qui viennent, toute institution, toute force vive nation. Et le deuxième jour, là, nous arrivons à 632 personnes. Ça veut dire que une volonté, une attente. Deux questions ça. Ça veut dire que tout le monde attend que le pays a réformé. Si le pays n'a pas réformé, pas de service.
Le besoin passeport ou pas qu'à joindre. Le besoin en carte d'identification nationale ou en carte d'identité ou pas qu'à joindre. Donc ça veut dire que pays a le besoin de licence ou permis de conduire ou pas qu'à joindre. Pays a c'est une obligation obligée réformer pour être capable de produire de meilleurs services à la population. Qui sa population attend nous? Un service public de qualité, un service public de proximité. Nous avons ambition de 12% de cadres, c'est-à-dire que passer de 5%, non moins de 5%. Mais pour faciliter la tâche, peut-être à des journalistes ou à l'international, nous dit 5%. Mais alors, ce rectifiement dit c'est 4 points et pic. Donc, nous avons 5%. Oui, nous disons à peu près 5%. À peu près 5%. Mais dis-nous, pour sortir de 5%, nous projeter arriver à 12%. Nous travaillons pour arriver à 12%. Est-ce que vous avez déjà les voies et moyens de votre politique? Oui, on connaît que c'est un triptyque. L'autre menon réforme. Il faut une volonté politique, il faut un budget, il faut une participation citoyenne, une contribution de l'ensemble des secteurs de la vie nationale, et il faut qu'on ait une équipe, d'accord, au niveau de l'administration, capable de piloter et de mener la réforme au bon port. Pour nous faire, tout est lié. Pendant que nous avons rajeunir, mais pas oublier que nous sommes fait présentation, nous avons à peu près une fonction publique qui est très vieillissante. C'est-à-dire, nous avons près de 5% actuellement là qui est éligible à la retraite, c'est-à-dire qui gagne au-delà de 65 ans. D'accord? Ce qui fait que le va le baisser. Et voilà. Non. Si vous tenez compte de monde, moins de 5% qu'on gagne, la baisser. Oui, non. Alors, vieillissante, pendant que le monde va aller à la retraite, nous avons fait concours pour nous remplacer. C'est-à-dire que chaque fois qu'on gagne 5%, imaginez que 5% de monde, là, nous faisons établir des départ progressif de retraite. Là, chaque fois que gagne 50 qui allait, nous faisons un concours, nous remplaçons 50 ça. C'est-à-dire que nous avons rajeunir l'administration publique là, d'accord, par de meilleures compétences, pour être capable d'introduire aussi les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est l'approche de demain. On n'a pas le choix. Ces nouveaux outils, maintenant, dans le cadre de la conduite des différentes actions engagées et de la réforme. Donc, c'est dans ce sens-là. Et que maintenant, une fois que nous venons maîtriser la masse salariale, ça va permettre nous, pour nous regarder, revaloriser la grille salariale et que nous avons un meilleur plan et devant nous, parce que là maintenant, nous avons essayé de maîtriser et gagner contrôle sur les effectifs. Et c'est ça qui fait que nous avons monté les différents corps au niveau de la fonction publique, donc pour nous capables d'avancer dans ce sens-là. Alors, pour me répondre précisément à la question, oui, 12 000 que nous avons gagné, qui parlait, mais la propriété 12. Et il y a des postes, une fois que le pays atteint le développement, une fois que nous produisons services que nous baillons là, gagné au niveau du développement, nous produisons des services de meilleure qualité, mais il y a plus de rentabilité, il y a plus d'efficacité. Et là, tout ça, que nous étonnons pour nous que le nombre de dossiers qui sont sortis dans la diaspora, donc, ou son journal d'investigation, nous avons regarder pour monter sur cette là pour que le nombre de monde qui est dans la diaspora, des cadres qui sont extrêmement compétents, donc, avec des maîtrises, des thèses, doctorats, qui veulent rentrer, qui pouvaient une contribution à payer. Alors, dans quel cadre ou classer moun sa yo? Priorité non ou bien? Non, c'est-à-dire qu'il y a des cadres de catégorie A. Non, alors, mais ça me dit, est-ce que nous faisons de demande de ces gens de la diaspora une priorité? Non, nous n'avons pas fait de priorité, c'est-à-dire que quand la diaspora viennent déposer dossier, ils concourent avec des cadres que nous avons au niveau national. Mais le fait que nous faisons appel à de nouvelles énergies, nouveaux souffles, qui sont de tous côtés avec d'autres expériences, d'autres regards, c'est toujours enrichissant pour une administration. Ok. Alors, nous te posons une question tout à l'heure, et Christian Farel te fait une intervention ce matin. Nous te posé une question à laquelle il n'a pas attendu. Je dis, monsieur, Christian Farel, si Josué Pierre-Louis est en face, ou c'est vous-même qui t'a posé la question dans le point, qu'est-ce que tu as dit? Vous me dit, monsieur, bon, mon question pour me poser, et là, dans l'émission ce matin, il dit, demandez où est-ce qu'on croit ou arriver jusqu'au bout, Je pense ça. Parce que... Vous pensez ou bien au Kwel, ou bien... Moi, Kwel. Parce que pour mener une réforme, il faut qu'il y ait des militants, il faut qu'il y ait des gens qui croient qu'il y a une réforme. Non? Et nous sommes haïtiens, moi, mes pays. Vraiment, il ne faut pas faire confusion, non? Parce que là, on dit pour aboutir, il faut qu'il y ait des militants.
Non, alors quand on dit militant, des gens qui croient, voilà, des gens qui croient, ou des croyants, des gens qui croient que c'est à faire. Ou bien qui déterminent. Et qui déterminent. Et il faut que je doute tout que c'est une commande politique que m'a mis en application. Il y a un président de la République là qui tient à ce que le pays a arrivé à l'émergence à l'horizon de 2030. Et Premier ministre, lui-même, ses volontés parlent tout. Et dans la feuille de route que vous voyez, il a acheminé à l'OMH, à l'instar de tous les ministères, ou pour que Moussa a répété plusieurs fois, prendre toutes les dispositions nécessaires pour nous arriver à une administration publique performante, à une administration publique efficace. Maintenant, au-delà de cette volonté politique, ou pas qu'à faire une réforme sans que pas gagner implication de toutes les forces vives du pays. Parce que pas oublier qu'une réforme allait au-delà d'un gouvernement, aller au-delà d'un programme, quinquennal. Donc maintenant, si on pas une appropriation ou implication de tous les secteurs de la vie nationale, donc réforme à chaque fois acquis ou pas obligé de remettre en question. C'est ça qui fait que l'exécutif là, dans perspicacité, il a créé un comité d'élaboration du nouveau programme cadre qui va concerner les 5 prochaines années, qui c'est 2018-2023, avec des acteurs de la société civile, associations des médias, les patrons de presse, le forum privé des affaires, la société civile et des personnalités que nous connaissons qui ont une forte implication dans la question des réformes, des gens qui croient Christine Farel, professeur Oni de Roche, professeur Edouard Poult, à Marie-Joseph Noël, comme si ils ont ensemble tout, monsieur Maxime Descharles, donc le recteur de l'université, d'accord, dans le jury indépendant que nous avons fait à nous gagner, un ensemble de professeurs d'université qui viennent participer dans le jury. Le professeur Alain Gilles a dit que l'année bon, a dit que nous prenons tout le monde qui est dans la société qui animé aussi de cette volonté de réformer. Tout le monde ça va faire partie du comité pour que ce n'est pas une question de l'État, de pouvoir public seulement, de pour arriver à un véritable pacte, à un véritable contrat social. C'est ça l'objectif du forum, à un véritable pacte, un véritable contrat social, côté que nous pouvons arriver à une sorte de charte d'engagement pour que chaque acteur puisse prendre responsabilité, c'est-à-dire les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. Et au niveau de la mise en œuvre, selon un calendrier qui sera défini, et avec des comités de suivi qui pourront regarder à chaque fois et des échéanciers. Et des échéances que nous parlons établir, est-ce que chaque ça que nous disons n'a fait action que nous avons menée au niveau de réforme, est-ce que effectivement? Alors, nous avons fini avec l'interview, même pas voulu quitter Alessandra faire un auditeur plaisir. Et bon, auditeur m'a dit pour qui ça, militants, ils pensaient qu'ils doivent embaucher par l'État parce qu'ils ont fait campagne en faveur du président de la République, notamment. Alors, même si je dois ajouter un point dans la question, ça. D'abdio, sachant qu'en général, les mauvaises habitudes dans la vie dure, qui sont en train de faire pour faire nous connaître que un paradigme qui a cassé, qui a brisé aujourd'hui, et que son l'autre gens bagaille pour le faire pour nous là. Et par la communication, c'est un déficit de gain dans la mise en œuvre les 2 précédents programmes cadres. C'est manqué une communication institutionnelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un peu de pédagogie qui fait, il faut qu'il y ait une communication et il faut que nous associons tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans qu'on ait les patrons, les médias avec eux. On ne peut pas faire sans qu'on ait les pasteurs, des prêtres. C'est-à-dire que des associations. Tout le monde a une possibilité de communication. Maintenant, on retourne sur le premier aspect. À chaque fait militaire, vous pensez que vous avez fait campagne et que vous doit. On dit lui, les mauvaises pratiques, on l'a vu. Non, ça c'est moi-même, c'était pas moi. C'est peut-être le clientélisme autrefois qui était mis le monde de la fonction publique et le népotisme. Et c'est ça qui fait que le gouvernement et notamment à l'OMH, nous avons une grande responsabilité pour que nous pas envoyer de compte exemple, de compte modèle. Si nous disons que c'est concours pour mon entrer dans la fonction publique là, donc ça veut dire que c'est par voie de concours. Mais là, on dit concours là, il y a différentes catégories. Parce que pas oublier que dans la fonction publique là, il y a différentes catégories. Même si mon fait 6e secondaire ou bien fait certificat, ou bien il y a un papier dans ou bien il y a un doctorat, il y a des concours et des postes qui sont disponibles pour mon nom. Là, nous dit concours là, il n'y a pas forcément seulement monde qui fait université, monde qui a une licence.
C'est-à-dire que même gardien qu'on apprend, il vient déposer dossier, mais si il y a 5-7 personnes qui déposent dossier et que c'est 2 personnes qu'on apprend. Est-ce que ça arrive oui, ça arrive déjà. Ça arrive où j'ai des papiers pour poste ça? Des gens qui déposent des dossiers. Non. Est-ce que dossier pour poste ça, gardien, ménagère? Oui, et il y a des ministères qui font. Il y a des ministères qui font, côté qu'il y a plusieurs chauffeurs qui viennent. Donc ça veut dire que si mon servante là, quand même, je dis à un ministre, je ne vais pas tout les servantes là pour me préparer pour moi. Là, ça mettez dans le cabinet. Ah, ok. Parce que pour les cabinets, et ça veut dire que pour cabinet ministre, il y a la possibilité, parce qu'il y a un secrétariat privé pour les choisir des gens dans la mesure que, parce qu'il y a une responsabilité, les gens capable d'exercer l'emploi que le bal a. Oui, il y a des postes. Donc, c'est contractuel? C'est les gens qui parfois, qui pour la plupart des contractuels. Et ça fait c'est des gens maintenant, au départ du ministre, qui est obligé d'aller avec le ministre, parce que le ministre qui vient, n'a pas forcément fait monde ça confiance. La vient avec équipe parle. La vient avec équipe parle. Mais ça, il n'est pas généralisé, c'est ponctuel, très ponctuel pour des gens qui ont occupé des tâches spécifiques pour un ministre et qui est prévu par la loi. Merci, Maître Josué Père-Louis. Nous passons un bon petit temps ensemble et en plus l'information tombée. Et nous comprendre mieux le travail qu'on va faire. Et puis ça, qu'on va racheter en tout. Et pour que ça que là, et vraiment, je suis content qu'on te réponde à l'invitation métropole là. J'espère que bientôt, on va être disponible pour nous encore. Je suis toujours disponible pour répondre à l'invitation aux convocations. Je ne sais pas comment me dire ça. Non, on va pas faire comme ça. Parce que nous toujours. Mon confrère qui dit pas la gueule comme ça. Pas la gueule comme ça, d'accord. Pas la gueule. Je suis toujours disponible pour métropole parce que nous obligés de communiquer un peu dans le cadre de réforme pour nous faire un peu de pédagogie. Le président de la République l'a dit, la réforme de l'État, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Nous obligés de réformer l'État pour nous remettre le pays en État. Parce que nous perdons trop de temps, nous en retard, et pas oublier que nous avons plusieurs rendez-vous, et notamment un rendez-vous très important, c'est Haïti, pays émergent à l'horizon de 2030. Nous demandons pour tout citoyen, pour tout le monde qui, d'une manière ou d'une autre, est capable d'apporter une contribution dans le cadre de mise en œuvre réformant, et que nous sommes disponibles pour nous communiquer, pour nous parler à tout le monde. Et nous avons pour nous sortir les actes du forum et la semaine prochaine. Et le comité d'élaboration du nouveau programme cadre pour le ministre a sorti arrêté à jeudi. Et après, nous allons organiser plusieurs séminaires avec plusieurs acteurs au niveau de la société civile, au niveau des universités et même au niveau étatique pour que gagne vraiment on branle-bas qui fait autour de réforme pour nous faire de la réforme de l'État un véritable chantier, une politique publique pour arriver à un pacte, un contrat social, d'accord, au bénéfice du pays. Maître Josué Père-Louis, coordonnateur général de l'Office de Management et des Ressources Humaines, l'OMRH. Merci encore une fois. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.